Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et après les remerciements d'usage donc au public et aux organisateurs du salon de Passy, j'ai fait cette présentation sur Rousseau et l'imaginaire de la montagne. On sait que 2012 est le 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Il y a eu énormément de manifestations dans la région Rhône-Alpes, en Suisse, également autour de cet événement. Mais nous, à Calgary, au printemps, au mois d'avril 2012, on a organisé une semaine autour de Jean-Jacques Rousseau avec l'aide du professeur Jean-Jacques Tatingourier de l'université de Tours en France. C'était à l'initiative du professeur Antoine Esch de Mont-Royal ici. Et Antoine et moi avons co-organisé cette semaine et ensuite un colloque le 14 avril 2012 sur Rousseau. Et c'est là où j'ai fait cette présentation pour la première fois et ensuite au Salon du Livre de Montagne de Passy au mois d'août. Pour illustrer ce thème, Rousseau et l'imaginaire de la montagne, j'ai choisi cette gravure qui semble suggérer l'importance de la montagne chez Rousseau. En effet, on y voit un jeune Rousseau qui avait pourtant déjà 53 ans en 1765 devant un livre de musique. On sait qu'il a été copiste et qu'il a gagné sa vie à faire ça pendant longtemps, dans une pose pensive entre un portrait probablement de Madame de Warens en haut à droite, qu'il appelait sa maman, et une montagne, probablement le Maule, on n'est pas sûr, parce que le portrait, normalement, c'est Jean-Jacques Rousseau à Neuchâtel, alors je ne sais pas quelle montagne serait représentée, si elle existe, dans un costume arménien, son bonnet, sa toque, et puis cette houppelande un petit peu, qu'il avait pris l'habitude de porter à partir des années 1760, et donc nous aurons l'occasion de revenir un petit peu sur tout ça. Dans son article Chateaubriand, Rousseau et le paysage alpestre, Jean Terrasse de l'université McGill de Montréal a écrit « Chacun le sait, Rousseau a fortement contribué à mettre les Alpes à la mode comme lieu touristique et comme thème littéraire à l'époque romantique. Terrasse ne traite que de la période romantique et je ne suis ni spécialiste du XVIIIe ni du romantisme, mais ce chacun le sait et l'importance de la montagne qui est suggérée par cette gravure demande à être interrogée. L'importance de la montagne chez Rousseau demande à être interrogée, oui, surtout si l'on fait entrer en ligne de compte le commentaire de Claire Éliane Ingel, Jean-Jacques Rousseau n'aime pas les Alpes et il ne les connaît pas. En effet, au cours des 2 derniers siècles, bien des choses ont été écrites sur Rousseau, et ce, dans tous les domaines, comme l'indique ce numéro spécial du Nouvel Observateur, qui célébrait déjà la mémoire de Rousseau en juillet-août 2010. Donc ils étaient un petit peu en avance sur le tricentenaire. Alors de notre côté, trouverons-nous donc de nouvelles choses à dire sur Rousseau, sur l'imaginaire de la montagne? Ce sera peut-être aussi à vous, en tant que public, de nous le dire. Quoi qu'il en soit, l'objectif de cette communication sera de faire un état des lieux sur le sujet et de le faire des 4 manières suivantes. Tout d'abord, de mentionner quelques jugements portés sur le thème de Rousseau et de la montagne, particulièrement par des gens venus du milieu de la montagne. Deuxièmement, aller aux sources à partir d'extraits de textes de Rousseau. Troisièmement, faire un survol de l'imaginaire de la montagne avant Rousseau et à la même époque que Rousseau. Et enfin, dans une 4e partie, jeter un œil sur l'imaginaire de la montagne après Rousseau, ce qui nous permettra en conclusion d'essayer de replacer la notion de rousseauisme par rapport à Rousseau lui-même. Donc tout d'abord, quelques jugements sur Rousseau. Comme tout bon universitaire, commençons par consulter un dictionnaire et traiter de définitions au pluriel, comme nous allons le voir. Sylvain Jouty, au début de sa préface au dictionnaire de la montagne, déclare que la montagne n'est ni ce que pensent les alpinistes, c'est-à-dire un tas de pierres, des murailles de glace où l'on souffle et où l'on souffre, ni ce que croient les géographes, c'est-à-dire un lieu où se partagent les eaux vers les différents bassins, ni même une question d'altitude ou de relief. Jouty, quant à lui, énonce que la montagne, c'est avant toute chose un sentiment, ou plutôt des sentiments. Après une telle entrée en matière, on s'attend à entendre le nom de Jean-Jacques Rousseau qui est associé au sentiment de la nature, selon le titre de l'ouvrage classique de Daniel Mornay de 1907, Le sentiment de la nature en France, de Jean-Jacques Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre. Mais non, surprise, en illustration, Jouty cite 2 vers du poète anglais Gerald Manley Hopkins, qui parlent des montagnes de l'esprit.
Sous la lettre R de leur dictionnaire, Jouty et Audier ont bien entendu inclus Rousseau, Jean-Jacques, et il salue son rôle, je cite, dans l'éclosion du sentiment de la montagne, même si les thèmes s'en trouvaient déjà auparavant chez Albrecht Haller. Fin de citation. On sait que Haller est l'auteur suisse-allemand du célèbre poème Die Alpen, écrit en 1729, publié en 1732. Jouty et Audier reconnaissent cependant que c'est le retentissement de Julie ou de la Nouvelle Héloïse, publiée en 1761, auprès du public de son époque, et en particulier la lettre 23 de cet ouvrage, qui, selon eux, je cite de nouveau, a déterminé pour longtemps les thèmes, sinon les poncifs du sentiment de la montagne. Entre parenthèses, on peut dire que nos collègues universitaires germanistes, quant à eux, considèrent que c'est le poème Die Alpen comme le véritable début de la littérature de la montagne et non la Nouvelle Héloïse que, à leur avis, ils voient comme un épiphénomène. Mais ceci est un autre débat et je referme la parenthèse. Jouty et Audier ne citent qu'un bref extrait de cette lettre 23, la plus célèbre. Sur les hautes montagnes où l'air est pur et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans le corps, plus de sérénité dans l'esprit. Les plaisirs y sont moins ardents, les passions plus modérées. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent. Je ne sais quelle volupté tranquille, qui n'a rien d'acre et de sensuel. Il semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées, l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette lettre 23. Michel Ballerini, pour sa part, déclare que les critiques et les manuels scolaires ont beaucoup insisté sur le rôle de la montagne dans la Nouvelle Héloïse, au point de lui donner une importance qu'elle n'a pas, et de créer une sorte de confusion entre l'influence qu'exerça ce livre relativement à la montagne et la place qu'elle y occupe. Dans Montagne et Symbole, René Janssen cite le nom de Rousseau 38 fois. Mais ce n'est pas le plus souvent mentionné. Le record revient à un autre auteur, suisse, Charles Ferdinand Ramus, 68 fois, suivi de Mircea Eliade, 48 fois, Jean Giono, 41 fois, Lamartine, 39, Rousseau, 38 fois donc, à égalité avec Samivelle, qu'on connaît bien. Victor Hugo a droit à 29 citations, alors que Roger Frison-Roche n'est mentionné que 16 fois. Max Chanson, quant à lui, est plus généreux que Jouty et Audier. Il cite plus de 2 pages de la fameuse lettre 23 de la Nouvelle Héloïse, non sans avoir tout d'abord émis cet avertissement. Je cite. « Rousseau, dit-on, a mis la montagne à la mode. Aphorisme vite dit. Quelle montagne au singulier et quelle montagne au pluriel. Lors de ses déplacements, Rousseau ne s'intéresse qu'aux vallées. Ce Genevois a-t-il seulement vu le Salève ? Il regarde à hauteur d'homme et décrit à ras de torrents et de sapins. » Le bref aperçu que nous venons de faire nous place immédiatement devant un problème. De quelle montagne allons-nous parler dans cet exposé et de quel imaginaire ? De celui de la haute ou de la moyenne montagne ? La basse montagne existe-t-elle ? Quoi qu'il en soit, les catégories géographiques que je viens de mentionner sont des notions modernes qui n'avaient pas encore été définies à l'époque de Rousseau. À faire le grand écart entre les XVIIIe et XXIe siècles, nous sommes donc face à un problème de définition, problème probablement insoluble, donc ça commence mal. Pour tenter d'y voir plus clair, qu'en est-il donc vraiment de la présence de la montagne dans les textes de Jean-Jacques Rousseau ? Une chose est sûre, cette présence est loin d'être évidente. Dans les Confessions, on trouve quelques rares passages de type montagnard. Ils sont tous très brefs, quelques lignes au plus, et pratiquement tous dans le livre 4. Donc pas de grande description de montagne dans les Confessions. Ailleurs, dans la Nouvelle Héloïse, dans la lettre 6 de la 4e partie, Saint-Preux revient à Genève après 8 ans d'absence, et il découvre le lac de Genève à partir des hauteurs du Jura, je cite, en un instant d'extase et de ravissement. Alors c'est un passage lyrique très beau, inspiré par la vue de son pays, je cite de nouveau, « si chéri, paysage unique, le plus beau dont l'œil humain fut jamais frappé, où des torrents de plaisir avaient inondé mon cœur, son cœur. »
Je continue. Mais Saint-Preux ne mentionne que l'air des Alpes, si salutaire et si pur. Pas la moindre description des Alpes elles-mêmes qui encadrent ce paysage, ni du Mont Blanc, qui, comme le rappelle René Janssen, y est pourtant, je cite, si impressionnant vu sous son meilleur angle. C'est que le regard de Saint-Preux est entièrement tourné vers le bas, vers sa Julie adorée. Le lac Léman et ses alentours immédiats font l'objet d'une féminisation évidente. Mais la montagne elle-même n'est pas objet de description parce qu'elle n'est pas objet de désir. Je cite un passage de la nouvelle Héloïse. « Quand j'aperçus la cime des monts, le cœur me battit fortement en me disant « Elle est là ». Il s'agit de Julie, pas de la montagne. C'est là sans doute que les gravures qui accompagnaient le texte de la Nouvelle Héloïse, pas tout à fait depuis sa première édition, comme Jacques Perret me l'a fait remarquer à Passy, mais plus tard au cours du XIXe siècle. Donc ces gravures prenaient tout leur sens en venant combler visuellement le non-dit géographique implicite aux lettres de Saint-Preux et à la vision limitée du paysage que Jean-Jacques Rousseau lui prête. Daniel Mornay avait également remarqué ce manque de description géographique, indiquant que, je cite, près de Clarens se dressent des pentes revêches et des glaciers couronnent les montagnes, mais qu'on ne s'en douterait guère à lire la Nouvelle Héloïse. On y voit à peine blanchir la dent de Jaman à l'automne, et les neiges des Alpes de Savoie n'y apparaissent que pour se teindre de rose au soleil couchant. C'est la fin de la citation. Mornay n'a pas vraiment tort, mais il n'a pas raison à 100%. Car en cherchant bien, on trouve dans la Nouvelle Héloïse la description suivante des rochers de Meillerie. C'est une assez longue citation. Un lieu solitaire formait un réduit sauvage et désert, mais plein de ces sortes de beautés qui ne plaisent qu'aux âmes sensibles et paraissent horribles aux autres. Un torrent formé par la fonte des neiges roulait à 20 pas de nous, une eau bourbeuse, charriait avec bruit du limon, du sable et des pierres. Derrière nous, une chaîne de roches inaccessibles séparait l'esplanade où nous étions de cette partie des Alpes qu'on nomme les glacières, parce que d'énormes sommets de glace qui s'accroissent incessamment les couvrent depuis le commencement du monde. C'est la fin de la citation, et à cette description, Rousseau a ajouté la note en bas de page que voici. Ces montagnes sont si hautes qu'une demi-heure après le soleil couché, leurs sommets sont encore éclairés de ces rayons, dont le rouge forme sur ces cimes blanches une belle couleur de rose qu'on aperçoit de fort loin. L'illustration des rochers de Meillerie de Francis Whitley est ici à peine nécessaire dans le passage que je viens de citer, mais c'est un cas d'exception. En effet, la plupart du temps, les rares allusions au milieu montagnard demeurent, comme le dit Chanson, à ras de torrents et de sapins. C'est le cas de l'extrait de la 7e promenade des rêveries d'un promeneur solitaire. Et encore une fois, c'est une assez longue citation. Je me rappellerai toute ma vie une herborisation que je fis du côté de la Robella. J'étais seul, je m'enfonçais dans les anfractuosités de la montagne et, de bois en bois, de roche en roche, je parvins à un réduit si caché que je n'ai vu de ma vie un aspect plus sauvage. De noirs sapins entremêlés de hêtres prodigieux, dont plusieurs tombaient de vieillesse, et entrelacés les uns dans les autres, fermaient ce réduit de barrières impénétrables. Quelques intervalles que laissait cette sombre enceinte n'offraient au-delà que des roches coupées à pic et d'horribles précipices que je n'osais regarder qu'en me couchant sur le ventre. Insensiblement dominé par la forte impression des objets, j'oubliai la botanique et les plantes et je m'assis sur des oreillers de lycopodium et de mousse et je me mis à rêver plus à mon aise en pensant que j'étais là dans un refuge ignoré de tout l'univers et où les persécuteurs ne me déterreraient pas. On a ici affaire à un autre type de féminisation du paysage et il est assez évident que ce réduit moussu à l'abri des regards et des actions des persécuteurs appellerait plutôt des commentaires de type psychanalytique qui dépassent le cadre de cette communication. Donc revenons-en à nos montagnes. Dans le contexte du peu de présence montagnarde que nous avons repéré dans les œuvres de Rousseau, que faut-il donc penser de la célèbre lettre 23 de la Nouvelle Héloïse, 1761, publication, sauf à dire qu'elle détonne complètement.
Selon Daniel Mornay, cette lettre aurait influencé nombre d'autres descriptions de l'altitude et de ses bienfaits physiques, et entre autres celles que les frères Deluc, naturalistes suisses, ont publiées quelques années plus tard, en 1774, dans leurs recherches sur les modifications de l'atmosphère. Mais il semble bien que ce soit plutôt le contraire qui se soit passé. En effet, comme Alexis François l'a bien montré dans un article de 1924 sur les rapports entre Rousseau et la science genevoise de son époque, c'est Rousseau qui se serait d'abord inspiré du voyage au glaciaire de Chamonix que les frères Deluc avaient effectué du 12 au 19 août 1754 et dont ils firent le récit à Rousseau lors des 6 jours qu'ils passèrent à faire ensemble le tour du lac Léman à la voile. Donc pas Rousseau qui influence Deluc, mais les frères Deluc qui influencent Rousseau avant de faire leur propre récit. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Patrick Dupuet dans un livre réédité chez Guérin en 2012, Pourquoi grimper sur les montagnes, que je recommande à tout le monde d'ailleurs pour l'approche philosophique, mais une approche philosophique un petit peu pour les nuls, parce que Dupuet, il est professeur de philosophie et donc il a l'habitude de pouvoir faire partager ses lumières à des étudiants de terminale. Mais Dupuet, dans ce livre, il dit que cette lettre 23 est certainement l'expression de l'expérience personnelle de Rousseau de la haute montagne et de l'altitude. Et personnellement, Jean-Jacques Rousseau, on sait très bien qu'il n'a fait que des herborisations en moyenne montagne, et son expérience de l'altitude, en fin de compte, il la tient plutôt des récits des frères Deluc que d'une expérience personnelle à lui. Je referme la parenthèse. Donc, au lieu que ce soit c'est une influence de la science sur la littérature, la science genevoise de l'époque sur la littérature ici, et par l'inverse. Donc, en conclusion de cette première section, qu'en est-il de la montagne chez Rousseau? Premièrement, la nouvelle Héloïse a certainement encouragé les voyages en Suisse dont les beautés étaient facilement accessibles. Deuxièmement, suivant le commentaire que Pierre Richard en a fait en 1972, pas Pierre Richard le comédien, mais un autre, on a pu s'étonner, je cite, on a pu s'étonner que les descriptions de Rousseau manquent de pittoresque. Richard dit que ce n'est pas que Rousseau ne sache voir, mais c'est que ce visuel est surtout un sentimental. La nature l'intéresse moins en elle-même que par les variations qu'elle provoque en lui. D'où la fréquence des contemplations, méditations et rêveries, ces 3 états affectifs où l'âme, plus ou moins passive, vibre sous l'effet du monde extérieur. Fin de la citation. En 1973, Ballerini parlait déjà de ce flou poétique qui se dégage des textes de Rousseau en y voyant, je cite, une illusion d'optique, puisque la nouvelle Héloïse ignorait et exaltait tout à la fois la montagne, créant ainsi un curieux paradoxe. Certains ont émis l'hypothèse que si l'on ne trouve pas de description de montagne chez Rousseau, c'est parce que, en plus de ne pas être d'objet de désir chez cet auteur, c'est qu'il n'existait pas de tradition de représentation de la montagne avant Rousseau et que ce serait lui qui l'aurait lancée ou qu'elle aurait été lancée grâce à lui. Cela demande à être examiné et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette présentation. Il faudra cliquer sur la deuxième partie. Et les références sont toutes à la fin de la deuxième partie de cette présentation à laquelle je vous convie tout de suite.